commence tout de suite avec la première session de cette grande journée avec un challenge. Nous allons tenter de rentrer dans la tête d'Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Merci d'accueillir nos deux invités et non des moindres, les deux premiers, le président, directeur général de Dassault Aviation, donc Monsieur Trappier. Ainsi que Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point. Je vous laisse la scène. Bonne conférence à tous les deux. Merci à vous. Bonjour. Alors, pour ouvrir ce cycle de conférences Guerres et paix, l'histoire c'est maintenant, comme dit Étienne Gernel, il y avait une seule personne qui s'imposait. Ben oui, une seule personne. Pourquoi? Parce qu'elle incarne une success story à la française, c'est-à-dire une histoire de fou, il faut bien dire, qui met les larmes aux yeux des gens qui regardent, par exemple, l'espèce d'énorme cirque que font la patrouille française et ce Rafale dans le ciel de Toulon chaque 15 août pour la commémoration. Enfin bref. Chaque année, j'ai le même sentiment, c'est-à-dire des petites larmes aux yeux en me disant mais on est capable de faire ça nous en France. J'ai écrit ça dans un bouquin et depuis plein de gens me disent moi c'est pareil, j'ai les larmes aux yeux chaque fois. Et pourquoi? Parce que je me dis on est capable. Donc il y a ce côté-là, donc incarnation du success story, puis en plus évidemment au cœur de tout, c'est-à-dire bah oui vous venez encore de je ne sais où pour repartir je ne sais où, vous les connaissez tous et donc vous êtes évidemment bien placés pour nous parler de cette transformation géopolitique. Et évidemment, la première question qui me vient à l'esprit, c'est difficile d'y répondre au milieu du guet comme ça, mais quelle est votre analyse sur la guerre qui se déroule en ce moment en Iran? Va-t-elle encore être longue? D'abord, bonjour à tous. C'est toujours difficile de commenter une guerre quand on est dans la guerre. C'est plus facile de faire une rétrospective, de faire un retour d'expérience, comme diraient nos amis militaires, que de prédire cette guerre. D'autant plus qu'on a des acteurs assez imprévisibles, non seulement du côté iranien, mais aussi du côté américain. C'est pas très facile. Finalement, les plus prévisibles sont peut-être les Israéliens. Et faire un commentaire à ce jour de savoir ce qui va se passer, c'est compliqué. Le premier commentaire, c'est sur la base justement de cette observation, c'est que avec beaucoup de drones, on fait déjà beaucoup de choses. Donc c'est une première indication. J'ai connu une période où on me disait que les drones n'avaient pas d'utilité. Des gens bien introduits dans les milieux de la défense. Nous, on faisait voler des petits drones déjà au début des années 2000 et on nous disait que c'était des gadgets. On voit que ces gadgets ont leurs efficacités. À l'inverse, de dire que ces gadgets remplacent tout, ça c'est pas vrai. C'est bien ça une des premières leçons de l'évolution du futur, c'est qu'on va avoir des moyens très traditionnels, on le voit, on a des avions de combat, on a des porte-avions, on a des satellites qui donnent les bonnes coordonnées. On a beaucoup de moyens dits traditionnels et on a l'arrivée de ces nouvelles technologies, de ces liaisons de données qui permettent d'aller tirer de manière assez précise. Et donc c'est ça, cette première. Les munitions vont être le sujet. Ça tire beaucoup de munitions. Donc est-ce qu'on a les stocks? Est-ce qu'on est préparé? Si vous voyez que la première puissance mondiale d'un point de vue militaire, les États-Unis, commencent à y penser aussi, ça prouve que le sujet des stocks et de la préparation de l'état de guerre est un sujet qui se prépare bien longtemps à l'avance et qu'une fois qu'on est dans la guerre, c'est un petit peu tard pour dire qu'il faut refaire les stocks. Alors, ça fait quels sont les atouts de la France? Alors, les atouts de la France, d'abord, la France n'est pas en guerre. Elle est dans le conflit, je dirais, de manière protectrice, oui, puisqu'elle défend ses intérêts d'une certaine manière, et ses intérêts sont liés aux intérêts des pays avec lesquels elle a signé des accords de défense, en particulier, par exemple, les Émirats arabes unis. Et ses atouts, c'est d'avoir une base avancée, une base à Al Dhafra, à Abu Dhabi, il y a une base en Jordanie, à Shinq. Elle a des avions prépositionnés dans cet endroit-là, et elle peut donc opérer de concert dans l'environnement compliqué, et elle a envoyé un porte-avions pour justement soutenir. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui font ce que fait la France aujourd'hui.
Bah, Donc c'est y en a bien pas. ça l'atout. Non, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, voilà. Donc, Il faut dire les choses. donc l'atout, c'est bien ça. Non, mais c'est un peu angoissant de ce point de vue, parce que par exemple, l'absence totale de la Grande-Bretagne, c'est pas forcément une absence politique d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément une décision, on a le sentiment, c'est peut-être juste un affaissement général, quoi. Je pense que Un affaissement militaire. l'Europe paye le fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle se repose plutôt sur les États-Unis, avec toutes les incertitudes qu'on peut voir aujourd'hui, et que le seul pays qui est présent aujourd'hui potentiellement, même si ses moyens ne sont pas extraordinaires au sens financier du terme, c'est bien la France, parce qu'elle a eu une politique pas sur les États-Unis. de vouloir développer d'abord la dissuasion nucléaire, de vouloir développer donc une capacité et une certaine... alors, c'est sûrement pas suffisant, mais une certaine possibilité de défendre la France et d'intervenir, parce que je vous rappelle qu'il y avait aussi la volonté de se prépositionner et de se projeter dans des conflits très particuliers. Là, on rentre dans des choses plus sérieuses. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit en Ukraine dans lequel on a aussi une volonté de soutenir nos amis ukrainiens. Alors, on entend beaucoup dire que nous sommes entrés en économie de guerre, matin, midi et soir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour vous faire plaisir, Franck, j'ai lu des livres d'histoire. Je sais que vous êtes féru de ça. L'économie de guerre, la meilleure qu'on puisse étudier, c'est celle des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu une phase de préparation, mais c'est surtout à partir de 1941 et de l'entrée en guerre des États-Unis, une machine industrielle qui existait, mais qui a été transformée pour soutenir l'effort de guerre. Et là, c'est un vrai effort de guerre, sans aucune, je le dis des fois pour mes amis députés, sans aucune réquisition. Il n'y a eu aucune réquisition pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une volonté des pays, des industriels des pays, de monter en puissance, mais avec des commandes. Hein. Je rappelle que c'est pas... Voilà. Et donc, c'est bien cette puissance américaine d'avoir une industrie. Si vous partez sans industrie, vous n'êtes pas capable de... Etc. Alors, pour répondre plus précisément à la question, économie de guerre, il y a guerre, mais il y a aussi économie. Est-ce qu'aujourd'hui, les finances publiques françaises le permettent ? Est-ce que les finances publiques françaises mettre la priorité sur la préparation de la guerre ou pas? La manière dont je pose la question prépositionne la réponse. Mais alors, on ne va pas insister là-dessus parce qu'on voit bien qu'il y a un énorme problème français. Hein, passons, de toute façon, tout le monde passe. C'est le grand déni français. Mais le groupe d'assaut que vous dirigez, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette configuration d'économie de guerre? Quelle peut être sa place? Dans cette économie de guerre, quelle peut être sa place? C'est-à-dire, il y a votre place. Forcément, ça change votre relation avec le pouvoir politique. Oui et non. La relation, elle est, comme vous le savez, historique. Et on répond. Et pas terrible historiquement. On répond d'abord, avant toute chose, au soutien de nos armées. C'est comme les matériels les avions sont un peu plus opérés pendant ces périodes de crise. Et forcément, on soutient en priorité nos armées. On soutient aussi en priorité les alliés de la France, ceux justement dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on est aussi en soutien complet des pays dans le Golfe, de ceux qui sont nos utilisateurs. Donc, c'est un effort de soutien. La montée en puissance, elle est liée à des commandes. Donc, on a des commandes principalement plutôt à l'export. Donc, on a un outil industriel qui est en train de monter en puissance pour fabriquer des Rafales. Et on prépare le futur, c'est aussi lié aussi à cette préparation du futur, sur la base des retours d'expérience de nos militaires, pour essayer de regarder ce qui pourrait être le plus adapté dans les années à venir. Pas pour tout de suite, mais pour post-2030. Oui, mais quand je parle de la place de Dassault, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une nouvelle tentative de l'État de mettre sa main sur Dassault? Parce que ça fait quand même des décennies que ça se passe, cette histoire. Enfin, vous avez tenu le coup jusqu'à présent, mais... Oui, non, mais on tient plutôt mieux le coup maintenant qu'avant, c'est pas peu dire. Parce que vous avez l'habitude. Je vois pas quel serait l'intérêt de l'État de, entre guillemets, mettre la main sur Dassault. Nous sommes une société patriote, donc française, patriote, fidèle, plus disciplinée qu'on ne le croit. C'est pas parce qu'on a la parole un peu libre et un petit peu plus forte que d'autres qu'on n'en est pas pour autant discipliné. Et donc, on sert les intérêts français. Je vois pas l'intérêt de l'État de penser... Alors, je sais quel est
l'arrière-pensée de la question, c'est de nous marier parce qu'on est trop petit. Mais c'est le contraire. Oui, ça a toujours été ça. C'est parce qu'on est petit, entre guillemets, qu'on est encore là et qu'on est encore compétent. Parce qu'on on peut être gros et incompétent, on peut être petit et compétent, on peut être petit et incompétent ou gros et compétent. Mais nous, notre force, c'est d'être petit et compétent. Et vous savez que nos amis américains cherchent à comprendre comment une si petite société peut-elle être aussi efficace à faire des avions de combat d'un très bon niveau, polyvalents, ce que d'autres ne savent pas faire, et faire des avions civils aussi. Petite société de 12 000 salariés quand même. Oui, c'est une petite société de 10 000 salariés à côté des monstres que sont les grandes sociétés américaines comme Boeing et Lockheed, par exemple, ou BAE ou Airbus. Alors, vous êtes le chantre du Made in France. Mais est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué? Là, c'est une question avec des arrière-pensées politiques, bien sûr, mais c'est pas un peu plus compliqué en France avec la surfiscalité qui pèse sur les entreprises? Oui, c'est un défi. Alors, moi, je m'inscris très fortement comme Dassault, mais aussi comme président de l'UMM, les métiers de la métallurgie, d'être pour l'industrie, de défendre l'industrie. Et défendre l'industrie aujourd'hui, contrairement à ce que pouvaient penser certains il y a une trentaine d'années, c'est que si on veut être les designers, les bureaux d'études de nos futurs produits, il faut aussi être capable de les fabriquer. Ça va ensemble. Je ne dis pas qu'il faut tout fabriquer en France. On peut avoir des usines un petit peu partout dans le monde. Mais si on veut continuer à être un pays industriel, il faut être capable de concevoir et de produire en France. Ce n'est pas la tendance, quoi qu'en disent les uns et les autres. L'industrie en France pèse moins de 10% du PIB, elle pesait une vingtaine de pourcents il y a une trentaine d'années, et donc il y a une décroissance continue. On continue aujourd'hui à décroître, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour l'industrie en France. Donc oui, le chantre du Made in France, ce n'est pas juste un label qu'on colle sur des produits. Dans le domaine stratégique, de l'autonomie stratégique d'un pays comme la France, c'est fondamental. Vous avez deux grandes industries dans lesquelles il faut le faire, l'industrie de défense dont on parle et dont Dassault est un des acteurs majeurs, et vous avez aussi le nucléaire. Être capable de faire de l'énergie nucléaire aujourd'hui, on voit bien dans le contexte, l'énergie et être capable d'opérer dans des opérations militaires, c'est deux piliers clés que la France a d'un point de vue compétences. Donc il faut poursuivre cet effort des compétences et le faire en franco-français. Ça ne veut pas dire qu'on le fait exclusivement en franco-français, mais ça veut dire qu'il faut avoir ces compétences en France. Bon, alors, il y a quelque chose qui est apparu au cours des dernières semaines, ou derniers mois surtout depuis l'élection de Donald Trump, c'est qu'il devient de plus en plus aléatoire de vivre à l'intérieur de l'OTAN. On l'a vu d'ailleurs notamment au moment du manque de réaction après l'invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, ça continue plus que jamais, mais on n'a pas le sentiment que l'Europe a vraiment pris la mesure. On parle toujours d'Europe de défense ou défense de l'Europe. Et vous, d'ailleurs, vous êtes Europe de la défense ou défense de l'Europe? Alors, avant toute chose, je suis français, c'est assez connu. Je pense que la France a une position particulière à cause de la dissuasion nucléaire. Elle est le seul pays dans l'Union européenne à avoir cette capacité autonome de dissuasion nucléaire. Et on voit que d'avoir ce positionnement est quand même assez original. Donc ça, c'était une première chose. Je rappelle que le général de Gaulle nous a fait sortir de l'OTAN pour ça, qu'on est re-rentré dans l'OTAN une fois que tout le monde avait admis qu'on pouvait très bien avoir sa propre autonomie stratégique nucléaire tout en étant au sein de l'Alliance et au sein de l'OTAN dans toutes les capacités d'intervenir. Oui, les Européens ont une prise de conscience que les Américains ne sont pas toujours là. Maintenant, il faut regarder si c'est suivi des faits. Je ne suis pas sûr que ça soit suivi des faits par les Européens. Je ne suis pas sûr non plus que les Américains lâchent l'OTAN, parce que c'est aussi leur intérêt d'y être, d'une certaine manière. Alors, est-ce que je suis OTAN ou Europe de la défense? Pour l'instant, si on doit défendre l'Europe sur des opérations face à des grands pays comme la Russie, c'est l'OTAN quand même qui est la référence pour nos militaires. C'est pas une organisation forcément politique, c'est une organisation militaire. C'est là que sont... voilà. Donc, en Europe, pour défendre l'Europe, en transatlantique, c'est l'OTAN. Est-ce que demain... sous direction américaine, c'est un peu compliqué. Pardon? Elle est sous direction américaine, cette OTAN, justement.
Oui, alors les Américains C'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire, Oui, donc notre défense, on l'a. Donc ça pose la question, mais substituer l'OTAN par l'Europe de la défense, c'est quoi? C'est une question que je pose. Hein. On a tous envie d'une Europe de la défense. Moi le premier. Mais laquelle? Comment? Et qui la pilote? Dans l'OTAN, il y a des commandements intégrés, il y a les Américains qui sont quand même omniprésents d'un point de vue pilotage. Alors c'est qui pilote? C'est la Commission européenne qui va piloter l'Europe de la défense? J'espère pas. Donc c'est qui? C'est comment? Donc moi je préfère penser une défense de l'Europe ou une défense européenne à partir des pays, à partir des nations. C'est plutôt l'Europe des nations au sens stratégique et défense du terme, en attendant peut-être qu'un jour il y ait autre chose. Mais pour l'instant, on peut pas se passer de l'OTAN pour défendre l'Europe. Il faudra repenser le modèle. La France, c'est un peu différent. La France, Mais en même temps, on ne peut pas ne compter que sur l'OTAN pour défendre l'Europe. Je ne sais pas. Si on pose la question à la France, ce positionnement original de la France lui permet un certain nombre de choses et de défendre le territoire. Le président a ouvert la voie vers une dissuasion nucléaire avancée et donc un parapluie qui pourrait être utilisé ou utile à nos voisins. Donc ça, c'est une première réflexion, mais dont on voit quand même que le bouton reste en France, dont on voit que c'est pas la Commission européenne qui autorisera à tirer sur je sais pas quoi. Donc honnêtement, voilà. Et l'OTAN et les Américains, de la même manière, autorisent un certain nombre de pays à utiliser des armements nucléaires américains, mais avec décision exclusive à Washington. Donc comment tout ça va évoluer? Il faut y travailler. Qu'il y ait des outils à Bruxelles pour aider, pour financer, mais ce sont des outils qui financent un peu les industriels, mais ça ne se substitue pas à une organisation militaire. Il n'y a pas une organisation militaire européenne aujourd'hui capable de mener des opérations de manière totalement autonome. Donc il faut compter sur la France, qui a peut-être moins d'argent, mais il y a quand même des compétences. Alors, il y a d'autres pays qui ont plus d'argent, mais qui ont moins de compétences. Oui, alors, dans cette histoire, évidemment, intervient l'affaire du SCAF, hein, c'est-à-dire le système de combat aérien du futur, qui a quand même du plomb dans l'aile, lancé en 2017. Hein, c'est toujours pas avancé. Vous croyez qu'il peut encore voir le jour? Non. C'est plus possible maintenant, il est mort-né. Non, la réponse n'est pas encore définitive, je crois qu'on attend. Oui, c'est ça, le moment est à la fois mal choisi et bien choisi. Ouais. Il est mal choisi pour que je puisse exprimer un certain nombre de critiques. Donc je vais être réservé dans l'expression des critiques, puisqu'on se donne encore un petit peu de temps, pas longtemps, 2-3 semaines, pour essayer de trouver un accord entre Français et Allemands, particulièrement entre Dassault et Airbus, pour trouver un équilibre qui permettrait de continuer le projet. Un équilibre ne veut pas dire 50%, veut pas dire... Moi, je ne suis pas un homme de la cogestion. Voilà, il y en a d'autres, très bien. Enfin, Dassault non plus en général. Non, et Dassault non plus en général. Donc, j'enfonce des portes ouvertes. Donc, je ne suis pas pour qu'un grand projet industriel ambitieux, qui va servir à nos armées, soit co-géré. Par Airbus, par exemple. Il faut un chef. Je le dis très brutalement. Quand on fait la guerre, il y a des chefs. Donc, c'est pareil. Et ça ne veut pas dire que quand on fait la guerre avec des chefs, il n'y a pas des armées de différentes nationalités, mais il faut un chef. Je reviens à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait bien un chef de guerre qui était américain. Il y avait aussi un chef politique qui était aussi américain. Là, on veut faire un avion qui succédera un jour, après 2045, au Rafale. Il faudra qu'il conduise les missions nucléaires et qu'il aille sur un porte-avions. Ça fait deux conditions majeures qui font qu'il y ait quand même un architecte, si on ne veut pas dire un chef, donc on peut être avec du vocabulaire un peu différent. Et donc un architecte, il va dessiner l'avion, ça ne veut pas dire qu'il le fait tout seul, ça ne veut pas dire que s'il est prime, il va faire tout le travail, il a des coopérants qui vont travailler avec lui, mais c'est quand même lui qui va faire les arbitrages. L'architecte fait les arbitrages et c'est lui qui va suivre le projet pour pouvoir s'engager vis-à-vis de celui qui commande, c'est-à-dire les États, à ce que le produit à la fin soit un produit opérationnel efficace. C'est de là que vient un peu la brouille. Il y a deux modèles. Il y a un modèle Rafale. Alors c'est vrai qu'on l'a fait tout seul, donc on sait faire tout seul. Et il y a le modèle Eurofighter où ils ont fait à 4. Je sais, votre prochaine question, c'est qu'est-ce qui est bon pour l'Europe? Mais sur l'Eurofighter, 4 pays. Dans ces 4 pays aujourd'hui, 3 ont acheté le F-35.
On ne peut pas dire que la coopération européenne d'un Eurofighter a contribué à l'Europe de la défense. Ouais. Voilà. Le Rafale, il est peut-être tout seul, c'est peut-être que la France, mais il contribue à l'Europe puisque la France est dans l'Europe et que la France a des avantages dans le domaine de la défense en compétences non seulement industrielles mais aussi militaires. Donc voilà, il faut quand même que ces équilibres soient pas... et j'ai déjà accepté beaucoup de choses puisque je vous rappelle que comme on est 3, il y a 2 Airbus, un Dassault. Donc je n'ai qu'un tiers du travail, aussi bien en conception qu'en fabrication. Donc j'ai accepté un tiers, mais ce n'est pas suffisant. Bon, voilà, donc c'est tout l'objet de la polémique, c'est de savoir comment on équilibre un petit peu mieux ses responsabilités pour arriver à un produit opérationnel. On est en cours, donc j'arrêterai le commentaire, j'en ai déjà trop dit. D'accord, mais je ne veux pas vous forcer la main, mais pensez qu'une réponse positive est possible comme ça, tout près du... Enfin, voilà, il y a une espèce d'énorme suspense. Et en général, parfois, il y a des bonnes nouvelles après des suspens de ce genre, parce que là, il y a quelque chose d'un peu sidéral. Hein. Je vais faire du teasing, on se reverra le 18 avril. D'accord, ok, d'accord, bon, on fait ça, d'accord, ok. Et alors, on peut se dire aussi que le Rafale, il n'est pas mort, il n'est pas fini, il a encore une belle vie devant lui. Comment vous voyez son évolution future là? Vous pouvez nous faire rêver un peu avec, alors, avec le nucléaire, on peut parler aussi après avec les drones. Comment vous voyez le Rafale à perspective 2040? Parce qu'il n'est pas mort. Hein. Oui, non seulement il n'est pas mort, mais il est quasiment qu'au début de sa vie. C'est pas peu dire, puisqu'il a volé pour la première fois en 86. Vous voyez, c'est aussi... Pourquoi je redis ça? C'est que se lancer dans un futur avion de combat, c'est une opération longue. Et donc, il faut voir loin. C'est la force des industriels. Ils ne voient pas à 5 ans. Ils voient à plus de 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et aujourd'hui, d'abord, je rends hommage à mes prédécesseurs du bureau d'études qui ont réussi avec nos amis militaires et avec la DGA à concevoir un avion évolutif qui aujourd'hui est toujours opérationnel et qui va le rester. Et on est en train de préparer la version 5 du Rafale, qui arrivera dans les années 2035 à peu près, et qui va prendre en compte un certain nombre de retours d'expérience pour justement faire que le Rafale du futur soit encore celui qui est le meilleur pour les opérations françaises. Pour être clair, ce Rafale, il est tout le temps réinventé. Quoi. C'est work in progress. Quoi, hein. Oui, il est toujours à prendre en compte les retours d'expérience, et ces retours d'expérience sont très importants. Ils sont faits par des militaires compétents, plutôt les Français, et sur la base de ces retours d'expérience, on propose, puisque la technologie évolue, donc on a des meilleurs calculateurs, donc on a des meilleures liaisons de données, donc on a des nouveaux armements, des nouveaux radars, des nouvelles contre-mesures, de l'optronique qui évolue, et demain, l'arrivée des drones avec l'avion. Il faut concevoir maintenant l'arrivée des drones avec l'avion, et ce pilotage, il va falloir voir comment l'intelligence artificielle peut ou pas aider, tout en étant sûr, parce qu'on est quand même dans des choses sérieuses, il n'est pas question d'être dans l'approximatif. Donc, tous ces algorithmes pour préparer le futur sont en train d'être faits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est rentré au capital d'Harmattan AI, qui est une toute petite société, mais qui fait des petits drones et qui, grâce à la flexibilité d'un encore un plus petit que nous, c'est des petits dont on a besoin, pas des grands. Et ces petits-là vont apporter une partie d'innovation et on va échanger entre les bureaux d'études, chacun dans son domaine de jeu, mais pour être capable justement de faire ces propositions futures d'avions de combat avec des drones de différentes tailles. Et c'est pour bientôt, ça? C'est pour post-2030, parce que malheureusement, on est quand même encore dans des temps de développement. Il faut pouvoir valider, il faut pouvoir... voilà, il y a déjà des expérimentations qu'on a fait. On a déjà fait un drone de combat qui est le Neurone, qui a volé en 2012 pour la première fois. Donc, quelque part, on a cette expérience de la furtivité, l'expérience de avion-drone, mais il faut bien prendre en compte ces retours d'expérience des différents conflits au travers ce que nos militaires apprennent pour être capable justement de leur proposer et qu'eux comprennent aussi les évolutions de la technologie et des possibilités qu'on a pour faire évoluer nos matériels. Et toujours pour rêver, enfin, peut-être ça relève plus du cauchemar, mais le nucléaire, les missiles nucléaires sur le Rafale, c'est pour bientôt. Écoutez, il a été annoncé pour 2035. C'est pour bientôt, il sera le cœur de cette modernisation de la composante nucléaire aéroportée.
que ce soit la terrestre ou celle qui est à bord du porte-avions. Et donc, par conséquent, oui, on y travaille aussi parce que c'est pas que l'arme. L'arme, évidemment, est un cœur de métier du nucléaire, mais c'est aussi d'accompagner l'avion pour que l'arme qui puisse être tirée puisse être faite dans les meilleures conditions qui soient. C'est d'abord, il faut survivre. La première chose d'un pilote de chasse quand il décolle, c'est de survivre. C'est pour pouvoir revenir. Parce que si vous perdez l'avion et le pilote, c'est déjà très coûteux. Donc, il faut survivre. Donc, on a l'électronique. On travaille bien sûr avec nos amis de Thales sur toutes ces contre-mesures, sur tout cet environnement aussi qui sera les informations via les satellites pour que l'avion arrive au bon endroit, au bon moment et puisse tirer l'arme dans les meilleures. Quand vous êtes capable de faire ça, cette mission nucléaire autonome en France, vous tirez tout le conventionnel du combat aérien. Donc on a bien. Pourquoi on est capable de faire un Rafale aujourd'hui? C'est parce qu'un jour on a fait un Mirage 4 pour tirer la bombe. On a fait aussi des petits Mirage 3 et on a réussi à mettre toutes les missions dans un seul avion qui est le Rafale. Personne d'autre au monde n'est capable de faire ça. C'est pas, je ne veux pas faire de la pub de Dassault, mais quel est l'avion polyvalent qui est capable? Alors, il fait peut-être pas tout. Le F-35? Non, je non, fais l'avocat du diable. Je fais l'avocat du diable. Si vous interrogez les armées américaines, vous le savez bien. Eux, ils veulent un F-22, ils veulent un B-2, ils veulent un F-15, un F-18. Ils ont besoin d'un ensemble de moyens. Ils ont la capacité financière à développer des avions différents. Et donc, nous, on a moins de moyens, donc on doit faire avec moins de moyens. Et d'ailleurs, en termes de réussite, non seulement le Rafale est une réussite technique, opérationnelle, commerciale, mais aussi financière. Trouver l'avion de combat du niveau d'un Rafale qui a coûté moins cher que le Rafale, c'est pas possible. Vous l'avez pas. Là, les Américains, ils coûtent beaucoup plus cher. L'Eurofighter a coûté beaucoup plus cher. Ouais. Donc, il y a aussi une performance financière. Alors, évidemment, c'est cher. Bah oui, faire un avion de combat, c'est des moyens. Mais on a réussi à faire le moins cher possible en mettant le plus de fonctions possible dans le plus petit avion possible, embarquable sur un porte-avions et capable de faire la mission nucléaire. C'est ça la force des Français. Et il faut reconnaître cette force des Français. On est prêt à faire l'Europe, on est prêt à coopérer avec d'autres pays, mais il faut nous reconnaître quand même, à nous Français et à nous Dassault en particulier, cette compétence unique qu'on a bâtie au travers de cette expérience depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors pour rester dans l'avenir toujours, et puis pour rêver, vous pouvez nous parler de l'avion de combat spatial ? Alors l'avion spatial, ça part d'un principe qui est que on voit bien, malgré les traités qui disaient qu'il ne faudra pas faire la guerre dans l'espace, etc., que la potentialité conflictuelle va être dans l'espace. Bon. À partir de là, on a les lanceurs. Alors, on peut se poser les questions des gros lanceurs, des petits lanceurs, etc. On a potentiellement les satellites. On peut se poser les questions de quelle constellation de satellites, militaires ou pas. Tout ça, c'est en cours de développement. Ce n'est pas notre domaine. Et on soutient d'ailleurs bien Thales pour tout ce qui est satellite, constellation, etc. Le futur, ça va être la mobilité dans l'espace. Alors on parle de cargos spatiaux, nous on parle d'avion spatial pour être un cran au-dessus, c'est-à-dire être capable d'aller dans l'espace, faire un certain nombre de missions, peuvent être des missions civiles ou des missions militaires, et vous revenez. Ça veut dire que vous revenez, c'est pas juste le premier étage de la fusée qui revient, c'est tout le vaisseau spatial qui revient, il est reconditionné et il repart, et il suffit qu'il se pose sur des pistes adaptées là où il doit revenir. Donc ça, c'est autre chose que la navette spatiale telle qu'elle a existé, mais c'est à peu près les compétences de la navette spatiale. Pourquoi Dassault ? Parce que on est d'une certaine manière un des meilleurs dans le domaine de l'aérodynamique, et il faut bien revenir, l'aérodynamique ça compte. On est aussi un des meilleurs dans les commandes de vol, c'est bien connu, et pour manœuvrer même dans l'espace, et même s'il n'y a pas d'air, c'est bien les commandes de vol qui le font. On est dans les matériaux, pour faire des avions de type Rafale, on travaille sur les matériaux, sur les composites, et donc pour revenir, les tuiles, etc., il y a des problématiques de ce type-là. Et donc on pense que l'ensemble de ces compétences au service de cette mission qui intéresse beaucoup de pays en réalité,
fait qu'il y aura un avenir. On ne le fera pas tout seul, hein. Il faudra qu'on trouve des partenaires, qu'on trouve des financements, etc. Et des partenaires, vous voulez parler des Allemands? Pour l'instant, Enfin, c'est une blague, mais... non, c'est pas une blague. Pour l'instant, en premier, c'est la DGA qui nous a fait confiance, c'est-à-dire la DGA nous accompagne dans ce domaine-là. Deuxièmement, nous comptons sur l'ESA qui est intéressé par ce projet. Dès lors que vous allez chercher de l'argent à Bruxelles, il faut vous trouver des partenaires. On en a déjà trouvé un qui est OHB, il est allemand. Je ne suis pas anti-allemand, hein, contrairement à ce que certains peuvent laisser croire. Nous sommes des gens raisonnables et rationnels. Donc, on a OHB qui est prêt à travailler avec nous dans ces domaines-là, et on cherche d'autres en Europe ou en dehors d'Europe, parce que le sujet va être aussi, avec nos partenaires non européens, de pouvoir être accompagnés dans ces domaines-là. Ceux qui sont les plus intéressés, ça va vous surprendre, sont les Américains. Ils ne l'ont pas, et ils sont très intéressés par les compétences de Dassault. Je préférerais d'abord travailler pour la France, pour l'Europe, mais on a aussi un lien transatlantique historique et dans le civil, et il n'y a aucune raison de bouder les Américains. Vous voulez dire par là que ce serait peut-être plus facile de C'est pour vous travailler... faire plaisir, Franz. C'est peut-être plus facile de travailler avec les Américains qu'avec les Allemands. Comme ça, c'est plus clair, ça, vous voulez dire? Ah bah, les Américains, ils sont clairs, ils sont pragmatiques. Et il y a une chose qui est très forte chez les Américains, c'est ce qui fait qu'on a une très bonne relation avec eux, c'est qu'ils reconnaissent les compétences. Pour eux, Dassault peut être un concurrent, il l'est dans les avions de combat, il n'y a aucun... Mais être capable de faire un Rafale et d'être capable de faire un Falcon avec 10 000 personnes, ça, les Américains, quelque part, ils vous regardent d'un œil très différent. Ils reconnaissent la compétence. C'est la force des Américains. Mais c'est la force aussi du système français. C'est-à-dire, vous avez tellement de boulets aux pieds, finalement, vous êtes des héros, vous en êtes bien sortis, grâce à la surfiscalité, grâce aux normes et grâce à tout ça. En France, il a fallu se battre. Et malgré tout ça, on a réussi. C'est ce qu'on a encore donc des marges. Vous êtes arrivé à ça. Hein, d'ailleurs, bizarrement, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que tout va mal, mais quand on regarde Dassault et d'ailleurs d'autres entreprises de ce genre, on dit toujours, mais quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Hein, parce qu'au fond, vous, ça va pas si mal. Hein. On pourrait terminer par une note pessimiste avant de donner peut-être la parole à la salle pour 2 ou 3 questions. Mais une note optimiste quand même. Les dernières nouvelles du Rafale, c'est quoi? La réussite du Rafale n'est plus à expliquer, mais comme je le disais tout à l'heure, on est encore en croissance. Et on a, c'est dans la presse, donc je peux le rappeler, des discussions avec les Indiens qui ont déjà acheté le Rafale. Alors, eux, c'est assez fort. Ils l'ont acheté pour leur armée de l'air et pour leur marine. Donc, ils sont tout à fait sur ce modèle français. Ils veulent en acheter 114 de plus pour l'armée de l'air. Il y en aura d'autres après pour la marine. Ils nous le demandent simplement, entre guillemets simplement, d'être capable aussi de faire bénéficier la fabrication en Inde. Ce qu'on va faire de manière positive. On aura une chaîne de fabrication en France et on aura une chaîne de fabrication en Inde. Ouais. Et c'est optimiste parce que ça nous permet de se dire que même si un jour les Français n'achètent plus du Rafale, il y a quand même une chaîne de production qui continuera quelque part au cas où ils aient des besoins supplémentaires. On en aura. On sait qu'avec les Indiens, moi j'ai travaillé dans ma jeunesse sur les chaînes de fabrication du Jaguar en Inde. Vous voyez, le Jaguar, il a duré beaucoup plus longtemps qu'en Grande-Bretagne et en France. Donc, d'avoir un grand pays asiatique, on ne va pas aller travailler en Chine, donc avoir un grand pays asiatique qui achète du Rafale, qui croit au Rafale, qui opère du Rafale, qui fabrique du Rafale, c'est aussi la préparation du futur dans un monde beaucoup plus complexe. Et je pense que c'est l'intérêt de la France de ne pas simplement être en inter-européen, mais aussi d'avoir ces relations extra-européennes avec des pays qui pourront un jour être des pays avec qui on parle, encore une fois, dans un monde très incertain. Ce n'est pas antinomique de la construction européenne, c'est complémentaire. Qu'est-ce que ce succès dit sur la France? Parce que c'était quand même pas joué au départ. Hein. Vous en avez pris plein la tronche pendant je dirais presque des décennies avec ce projet de Rafale. Oui, vous savez, on est très attaché à notre histoire. Donc on est très attaché à l'histoire de notre fondateur, Marcel Dassault. Lui aussi, il en a pris, je reprends votre expression, plein la tronche. Et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dès qu'il est sorti des camps et qu'il est revenu, il n'a pensé qu'à une chose, refaire des avions.
Vous nous parliez qu'on était un peu fou au départ. Oui, on est fou d'avion. On n'est pas fou du volant, mais on est fou de l'avion. Et ce grain de folie, en fait, c'est de la passion. Mais on sait aussi d'où on vient, et donc ça fait la force de caractère des dirigeants de la société. Je rappelle, c'est pas mon cas, mais quand notre fondateur était dans les camps, en Allemagne par hasard, les grands pilotes de la société, de sa société, patron du bureau d'études, patron de la société, étaient en Grande-Bretagne dans les commandos de choc, dans les SS. Ouais. Donc, si vous voulez, ça forge le caractère de savoir cette histoire. Ouais. On a obligation de continuer cette belle histoire, et je pense que c'est une belle histoire française, un vrai succès. Finalement, la réussite, c'est quand même bien. Alors de temps en temps, en France, on aime l'échec, mais nous, on préfère la réussite, et donc qu'importe les chiens à bois, la caravane passe. Allez, on va essayer de prendre 2 questions à toute vitesse. Question courte. Qui? Monsieur? Voilà. Monsieur, on vous écoute. Tenez bien le micro près de votre menton, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Donc, Général Chevalier, Sanofi général en 2e section. 2 questions très pratiques, si vous, dans votre domaine. Très courte, hein, monsieur. Merci. La normalisation, les normes européennes sont-elles un frein à votre développement en termes d'efficacité? Et l'autre question, c'est la question sur la souveraineté industrielle, dans la mesure où on partage, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de souveraineté à terme? Merci. Alors oui, les normes sont... le mot frein est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est une contrainte. Et c'est une contrainte à laquelle nous, on arrive à faire face, mais ça va assez loin. Hein. Quand on fait la norme REACH, par exemple, il faut changer un certain nombre de composants dans les matériaux pour répondre aux exigences. Voilà. Bon, c'est les petits le plus dur. Nous, on n'existe pas d'assaut sans notre chaîne de fabrication, notre chaîne de sous-traitance. On fait travailler. J'ai la chance à l'UMM de visiter régulièrement les territoires. Je tombe toujours sur une PME qui dit moi j'ai la chance de travailler pour Dassault. On leur doit beaucoup à toutes ces PME. Donc ces PME, elles doivent aussi faire face à cet afflux de normes en tout genre, hein, je dis bien. Et donc c'est des boulets aux pieds qu'on nous met face à des Américains ou à des Chinois qui n'ont pas les mêmes boulets. Si je prends dans le domaine de l'automobile, c'est extraordinaire. Le Green Deal tue l'industrie automobile européenne. C'est hérétique de dire ça, je le dis, je n'ai pas de problème pour le dire. Il ne faudrait pas que ça fasse la même chose pour l'aviation, pour la défense. Vous rappelez le mot taxonomie. Taxonomie européenne, définie par Bruxelles, c'était pour protéger le monde de son écroulement à cause du CO2, mais c'était aussi, on interdit les armes. Parce que c'est mal de faire des armes. Donc il vaut mieux acheter des armes aux Chinois, je suppose, c'est ça leur théorie, ou aux Américains, ça c'est peut-être plus pragmatique, que de les faire nous-mêmes. Donc on avait une mauvaise note quand on fabriquait des armes. Alors nous, on s'en fout, on n'a pas besoin des banques, mais par contre, les petits, ils ont besoin des banques. Ils ont besoin, en particulier quand ça marche bien, des augmentations de BFR, etc. Donc honnêtement, Bruxelles est complètement à côté de la plaque. Il n'a pas du tout enlevé la taxonomie, il l'a mis sur pause parce qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est quand même extraordinaire. Bref. Et encore, armes, voilà. Le deuxième point, c'était... Pardon ? La souveraineté. Ah oui, la souveraineté. La souveraineté, oui. On peut partager, mais si vous dites que vous partagez la souveraineté avec un autre pays en Europe, ça veut dire que quelque part, vous allez dépendre aussi de cet autre pays. Donc il faut être sûr que cet autre pays adhère. Et quand vous faites un avion de combat pour faire la dissuasion nucléaire, il faut être sûr que demain, ça suive. Donc ça, c'est le pouvoir public à répondre. Une deuxième question aussi, là, voilà. Puis ce sera la dernière, désolé. Il nous reste une toute petite minute, monsieur. Oui, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que les Européens achètent des F-35 et pas des Rafales? Ah oui, ça c'est efficace. La réponse est simple, mais elle m'appartient et je ne suis pas la puissance publique de ces pays-là. Mais la réponse est simple. Ils pensent qu'en achetant du F-35, les Américains les défendent. Vous voyez, j'espère qu'il n'y a pas de Danois dans la place. J'ai le profond respect pour les Danois et j'ai posé la question, d'ailleurs, cette question-là, à l'ambassadrice du Danemark en France. Je lui ai dit, mais les Américains menacent le Groenland et vous achetez des F-35 et les Américains vont débarquer avec des F-35. Vous faites comment? Vous êtes sûr que vos F-35 vont bien décoller, vont être, etc., etc. Elle a souri. C'est un dogme. C'est bien tout le problème qui a été posé tout à l'heure. La défense européenne ne se fera que le jour où les Européens penseront
qu'il faut développer en Europe, mais il faut aussi au même moment avoir une armée européenne, et ça on en est loin. Donc quelque part, il faut faire des petits pas, et je pense que la France a les assets solides pour être un leader dans ces domaines-là. Le problème, c'est que certains voient la France comme oui, moi, la France, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Donc et la majorité des pays européens veulent les Américains. Merci. Merci. Alors, merci Éric Trappier. Calniac, hein. Merci Éric Trappier. Calniac. Merci à tous les deux pour cette ouverture de session. Et j'ai envie de terminer comme François Hollande, qui inaugurait une de vos usines jadis quand il était président de la République. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit? Vive le Rafale, vive la France!